Bonjour à tous et merci d'être ici avec nous à cette session spéciale pour parler de la DeFi et avec notamment Julien Bouteloup. Je suis David Servet, donc fondateur et président de Blockchain HEC qui a été créé en 2017 pour partager les connaissances sur l'économie Web3, la blockchain et la crypto-économie et aussi pour connecter les écosystèmes. Je suis très heureux d'animer cette session avec Nicolas qui est dans la core team de Blockchain HEC, qui a cofondé aussi Blockchain HEC UK avec Ilya Zuckerman sur Londres. Voilà, donc merci beaucoup Julien pour avoir accepté cette invitation. Il va arriver d'une minute à l'autre s'il n'est pas déjà arrivé. C'est un honneur évidemment de nous réserver ce slot et de participer à cette première session d'éducation sur la DeFi. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Julien Bouteloup est donc fondateur de Stake Capital Group, StakeDAO, Blackpool Finance, Rect News et core team member de Curve, un des piliers de la finance décentralisée. Et je te laisse continuer, si tu veux. Je vais faire quelques mots sur le profil et l'expérience de Julien. Donc déjà, Julien, il a une formation en physique et en mathématiques. Plus précisément, il est titulaire d'un master de 20 en computer science et electrical engineering. De manière intéressante, c'est qu'il a commencé à travailler en machine learning et en AI, et que ça l'a aussi conduit à travailler sur la blockchain, plus précisément l'aspect DeFi. Alors, un point sur la logistique de cette conférence, tout en attendant toujours Julien. C'est pas pour faire traîner les choses, c'est pour être clair avec les différentes parties de la conférence. Donc, il va y avoir trois parties dans cette session. Alors, une partie courte sur le parcours de Julien et son expérience dans l'espace crypto. Alors, vu de son point de vue, ce sera intéressant qu'il relate déjà comment son parcours avec ses différents succès, ses différents investissements et projets. Puis après, la deuxième partie, environ 20 minutes pour couvrir ce qu'on considère, nous, comme les bases fondamentales de la DeFi, qui sera bien évidemment intéressant de comprendre pour comprendre aussi la troisième partie qui concernera les tendances et les menaces qui attendent la DeFi. Espérons qu'on ait le temps quand même d'avoir des questions pour l'audience. Donc, essayons d'avoir 10 minutes au moins pour toutes les questions. Maintenant, un petit point de logistique, c'est n'attendez pas la fin de la session pour poser des questions. On pourra les prendre tout au cours de la session et peut-être y aborder tout de suite les questions qui sont en lien avec les différentes parties. Voilà, donc également un petit point de communication sur Blockchain HEC. C'est déjà, comme vous avez peut-être pu le voir, on est assez actif sur les ondes, plus précisément sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à venir consulter notre page. Et aussi le site internet. Donc, on vous communiquera, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le site internet du club. Et une manière intéressante, c'est que sur ce site, vous pourrez non seulement trouver des infos générales du newsletter, mais aussi le replay de toutes les conférences. Si vous n'avez pas le temps d'y participer, je pense que je recommande que voilà, vous soyez sélectif sur certaines conférences et que selon votre temps, vous puissiez les regarder. Donc, c'est clairement une bonne source d'infos. Voilà, on fera également circuler à la fin certains liens dans le chat qui seront liés aux différentes parties qu'on abordera. Je pense qu'on est bon sur la logistique. Donc, à toi, David, pour prendre la suite. Yes. Non, très clairement, donc, je viens d'avoir effectivement Julien qui va arriver d'une minute à l'autre. Donc, un point important notamment, je ne sais pas si tu l'as fait, Nicolas, il ne me semble pas, mais effectivement, on remercie chaleureusement tout particulièrement les prime sponsors donc, qui sont PwC, Stake Capital Group, qui est donc le family office de Julien Bouteloup,
Et puis tous nos partenaires traditionnels, HEC Alumni, HEC Paris, et puis bien sûr tous les 80 speakers qui sont et sociétés qui sont déjà venus apporter leur éclairage sur l'univers Web3. Et, et puis évidemment notre core team aussi, puisqu'on a recruté ces derniers temps là, au sein du bureau de Blockchain HEC pour nous épauler et continuer à faire croître la communauté et le contenu de qualité. Une core team de 8 personnes, dont Nicolas fait partie sur Londres, mais effectivement, c'est plutôt des professionnels aujourd'hui en activité, et puis quelques personnes des masters spécialisés d'HEC Paris, notamment XHEC Entreprendre. Julien, est-ce que je ne sais pas si il a pu nous rejoindre? Il est là, Julien. Super. Nicolas, j'enchaîne. Tu peux t'assurer qu'il... Et je vois Julien. Et juste voilà, si tu peux. Ah, problème d'audio. Cherche le bouton. Bon, Voilà, c'est bon. voilà. Non, non, c'est bon, c'est bon. Vous m'aviez pas en mute, c'est pour On ça que je t'avait mis pouvais en pas. mute. Voilà. Julien, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien et toi? Impeccable, je te remercie. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Et donc, du coup, ce que je Ben disais, non, c'est mais qu'effectivement, on a, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de participer aux événements que tu organises. et c'est top. Alors aujourd'hui, en plus, on a l'honneur aussi d'avoir Nicolas qui va venir co-animer la session. Donc, on sera tous les trois à discuter. Euh, et donc, on a présenté grosso modo en grande ligne le sujet. Donc, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, Julien, tu as construit le plus gros family office d'Europe du Web3. Tu as investi dans quasi tous les gros projets à succès du Web3, Sorar, Cosmos, Pianity, NFT Factory, Livium. Pour n'en citer que quelques-uns, sans parler de tes propres boîtes, donc Blackpool, Rect, StakeDAO, Stake Capital Group. Idem dans la DeFi. Hein, quand on va sur le site de DeFi Lama, tu as quasi investi dans la majorité du top 100. Donc, tu es quasiment l'une des personnes les plus connectées du crypto space. Et c'est une chance incroyable qu'on a de t'avoir avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, dans cette première question, donc, est-ce que tu pourrais nous faire un récap rapide de comment tu en es arrivé là, en passant par Flying Carpet, je crois, que c'est comme ça que ça s'appelle, et finir par les trois pépites que tu as créées, donc Rect News, Blackpool, StakeDAO. Et puis, quels sont les pain points ou les problèmes que tu as voulu résoudre à travers ces trois pépites? Voilà. Merci, donc encore une fois, merci de me recevoir. Euh, de jolis mots, merci. Donc oui, donc mon parcours, donc revenir un petit peu à mon parcours, comment je suis arrivé dans le milieu, tout ça, voir un petit peu l'historique. Donc moi j'ai mon background. Grosso modo, on a à peu près 10 minutes pour cette première partie. Et puis après, on va se consacrer 20 minutes à la DeFi et on aura 10 minutes de questions-réponses. Ça fera à peu près à 18h40, normalement. Mais bon, Pas de là, vu souci. qu'on a commencé à 10 minutes en retard, ce sera 18h50. Voilà, Moi j'ai un je t'en background prie. j'ai un background en mathématiques, physique. J'ai fait le cursus de matheux à la française, donc maths sup, maths spé étoile, tout le petit cursus. Et après, je suis parti aux États-Unis et je me suis spécialisé dans tout ce qui était maths physique et avec un domaine d'intelligence artificielle, donc machine learning. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant, comme aujourd'hui. Donc, on faisait vraiment les algos derrière ces scripts de machine learning. C'était pas du tout des librairies. Et donc, une partie de mon cursus, c'était système distribué, rien à voir avec la blockchain. C'était à l'époque Torrent, Casa, Mule, des choses comme ça. Et donc, j'ai été involved de près ou de loin avec des systèmes comme Mega Upload, choses comme ça qui permettent de distribuer des fichiers dans le monde entier. Donc, c'était des prémices du système distribué. Et ensuite, grâce à ça, j'ai travaillé dans la sécurité défense. Et avec la sécurité défense, en parallèle, un projet qui permettait de, comme je l'avais dit, de hoster des fichiers. Et donc, en parallèle, j'avais
un ami sur Counter-Strike m'a demandé de faire tourner 2 algos. Un, c'était à l'époque ESA qui faisait du European Space Agency qui faisait la découverte d'étoiles dans l'univers. Donc, on n'avait rien à faire, hein, juste à télécharger le logiciel. C'était complètement gratuit. Il n'y avait pas de concept monétaire et économique comme aujourd'hui dans la blockchain et la crypto-monnaie. C'était vraiment dans la vision de la distribution, de pouvoir fournir de la puissance de calcul gratuite, rien du tout. Je crois qu'on était payé un tout petit peu, mais je ne me rappelle plus trop. Et aussi un autre algo. Et le but, c'était de faire de la compétition parce qu'il n'y avait pas vraiment de cloud à l'époque. Et je faisais tourner ça sur une cinquantaine de machines. D'ailleurs, j'avais posté une image dessus sur Internet, hein. Il y avait 48 ou une cinquantaine de PC qui faisaient tourner du Intel, des Celeron, des Pentium 3 à 400 MHz, des choses comme ça. Et, et donc, fin 2010, début 2011, il est apparu que c'était Bitcoin. Et donc, j'ai progressivement regardé un petit peu le sujet. Je regardais un petit peu, mais sans vraiment être dans la vision. Je pensais que c'était vraiment une technologie d'anarchiste contre les États, les choses comme ça. Donc, j'étais pas vraiment dedans. Et ensuite, après, j'avais déposé des Bitcoins dans Mt. Gox. Et là, c'est là où j'ai vraiment commencé à mettre le pied à l'étrier, puisque Mt. Gox, qui détenait 80% des Bitcoins à l'époque, s'est fait hacker. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet et j'ai compris qu'il y a vraiment une révolution industrielle qui est en train de se passer. Et je suis tombé dans les débuts, dans les premiers events, meet-up sur Ethereum à Ouais, Londres. c'est ça, c'est ça. Ensuite, l'ICO, les différents projets. D'accord. Le hack de Mt. Gox, c'était quoi, 2014, il me semble, à peu près? Un truc Non, comme ça? bien Non, avant, bien avant, bien avant. bien D'accord. avant. Ouais. Ok. C'était Marketplace qui avait racheté Mt. Gox et qui se fait hacker. Ensuite, ainsi de suite. Et ensuite, après, je suis tombé dans monter des projets. Alors, j'ai pas, jusqu'à 2016, j'ai pas du tout monté de projet dans la blockchain. J'ai commencé en 2015, je veux dire. 2015, où là, avec Ethereum qui est vraiment arrivé, j'ai commencé. Parce que mon parcours scolaire et professionnel m'a conduit de près ou de loin à comprendre des concepts de la blockchain et des impacts et de pouvoir construire dessus. Donc, j'ai construit, je crois, le premier projet Solidity qui s'appelait IDBox à l'époque, qui était un système d'identification dans les pays en voie de développement, qui a été développé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, déployé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a gagné l'United Nations. Et ensuite, après, ensuite, après c'était Flying Carpet, qui était l'extraction en temps réel de données en utilisant des satellites. À l'époque, c'était avec des drones. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait en temps réel la production de café au Brésil, la concentration de carbone dans certaines surfaces agricoles, ou alors la concentration de voitures dans les parkings américains sur les toits de bâtiments. Et ça, en fait, c'était revendu en temps réel aux hedge funds qui pouvaient en fait prendre des paris sur les marchés. Parce que si tu sais à 6 mois ou un an avance, statistiquement parlant ou mathématiquement, la quantité de café qui va être injecté sur les marchés, tu peux prendre des bons paris. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'initier dans l'industrie. Incroyable. Et donc, du coup, plutôt là, on est dans la période 2017, c'est ça? 2000, Oui, même avant. quasiment. Donc, IDBox, c'est 2016. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Ethereum dans les débuts. Puis ensuite, après, en 2015, j'ai commencé à monter deux, trois petits trucs. Donc, je participais avec le client. À l'époque, il y avait des wallets Mist, un wallet qui était complètement oublié du grand public. Mais il y avait des Wish wallets, comme ça. Donc, c'était vraiment les débuts. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'exchange. Il n'y avait pas de façon de se connecter à des dApps. Il n'y avait pas de wallet. Donc, il fallait faire tourner le client sur sa machine et pouvoir rien qu'envoyer des tokens à une personne à une autre, c'était extrêmement compliqué. Il fallait télécharger des clients, donc il y avait plusieurs technologies. C'était intéressant parce que en l'espace de 5 ans, 6 ans, l'écosystème a complètement est devenu mature et pas que mature. Il y a des énormes boîtes d'évaluation de milliards et il y a surtout 2 trilliards de dollars d'injectés sur les marchés qui ont permis cette naissance de différents projets avec différents impacts sociétals qui couvrent différentes verticales de la finance traditionnelle. Donc, c'est vraiment aussi, effectivement, avec l'arrivée de cette version 2 de la blockchain, notamment smart contract, donc d'Ethereum, où les projets ont commencé effectivement à fleurir et puis que Mmh. c'est ça, tu as pu aussi Bah, je jouais, t'impliquer dans je des. jouais un petit Ouais. peu je jouais avec Bitcoin. À l'époque, je jouais avec Bitcoin, je jouais avec des wallets, je jouais des choses comme ça. Mais c'est vrai que quand Ethereum est arrivé sur le marché, ça a complètement changé les choses, puisqu'en fait, on pouvait programmer de la data, programmer de la monnaie, alors que Bitcoin, c'était vraiment utiliser la monnaie. Donc, un impact complètement différent. Et donc voilà.
Donc, c'est effectivement OK. Donc, pour arriver, justement, pour arriver aux trois pépites dont on parlait, donc Blackpool, StakeDAO, donc ça, c'est quand même plutôt récent, hein, c'est quand même assez récent. Ces trois startups que tu as créées, donc StakeDAO, Blackpool et puis Mais, Correct News. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, en fait, comment ça ça s'est pas fait comme ça, quoi. Souvent, c'est d'extérieur, on croit en fait que les projets en fait naissent. On voit que les bons côtés des choses parce on voit le succès, mais on voit pas forcément les galères ou pour en arriver là. Il faut savoir que moi, j'ai travaillé pendant à peu près plus de 2 ans sur des protocoles Proof of Stake comme Cosmos, Tezos, Polkadot. Et donc, c'était dans les débuts d'Ethereum, c'était un an après Ethereum. Donc, c'était pour comprendre un petit peu les prémices de cette révolution au niveau passer de Proof of Work à Proof of Stake. Et donc, on travaillait sur le protocole. Hein. Donc, on faisait des validateurs, on allait dans le code, on faisait du Go, on faisait du Rust. C'était vraiment l'écosystème. On allait à des meet-up, il y avait 5, 8 personnes, 10 personnes dans les débuts d'EFCON ou ensuite les différentes conférences. Et donc, en fait, le but, c'était de faire fournir de la compréhension technique, du knowledge et de pouvoir participer dans la création de ces différents piliers. Il n'y a pas du tout de concept économique. Moi, j'ai fait de la validation pendant 2 ans sans jamais rien toucher, aucun centime. Donc, c'était de l'injection de capital, puisque pour faire tourner des mineurs ou des validateurs, bah, il fallait se plugger sur des bare metal, donc des Equinix, des Google, des Amazon Cloud. Et donc ça, c'est vraiment capitaux. On pouvait injecter entre 5 et 10 000 euros par mois sans jamais rien toucher pendant 2 ans. Donc il fallait mettre de côté son job et faire ça à temps plein et d'y croire en fait. C'était vraiment de croire dans cette révolution qui allait transformer complètement l'écosystème. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout de concept monétaire. C'était vraiment on voulait construire des projets à impact. Comme voilà, sur les carbones, sur l'identité, sur des choses comme ça. Et c'est ensuite, après, qu'en 2017, il y a eu tout ce qui était ICO. Donc ICO, ça a complètement transformé le marché de la blockchain, avec plusieurs projets qui sont créés, qui ont levé des centaines de millions d'euros. Et 1% étaient vraiment des projets pertinents qui ont créé comme des MetaMask, des différents wallets, des plateformes. Donc en fait, on a vu après Uniswap qui s'est créé après Ether Delta, qui était un des projets dans les débuts de la finance décentralisée. Et ensuite, il y a eu tout ce qui était la phase. Donc là, c'était le bull market. Bull market, ensuite après, il y a la phase des NFT, il y a 2 ans, 1 an, les NFT. Et la DeFi surtout. Non, la DeFi il y a 2 ans et les NFT il y a 1 an. Et la DeFi, là, c'était vraiment le changement. Donc, comment utiliser ces projets d'ICO et transformer et aller dans les piliers de la finance traditionnelle avec des market makers, des protocoles de lending, tous les différents concepts de la finance traditionnelle qui permettent de mettre en place cette finance. Donc, on a juste repliqué les concepts de la finance traditionnelle pour les appliquer dans la finance décentralisée avec différents outils qui sont un protocole différent et transparence, décentralisation, accessibilité et distribution sur un marché global. D'accord. Merci Julien. Je pense que c'est une bonne position pour la deuxième question qui concerne justement les bases fondamentales pour comprendre la DeFi. Donc, Alors ouais, mais peut-être juste pardon. Ouais, juste pardon, s'il te plaît, Nicolas. Mais peut-être juste quelques mots sur les trois concepts, moi, qui m'ont plu aussi quand j'ai rencontré Julien. Donc, Rec News, Blackpool. Est-ce que tu peux en dire quelques mots juste parce qu'effectivement, c'est difficile de passer de la Oui, donc la transition. création de ces projets. La Ouais, création de tout à ces fait. projets, c'est que j'étais dans les débuts j'ai investi, je crois que je suis le seul advisor de Curve Finance. Et donc, j'étais au tout début, donc Michael, quand il a commencé à construire le projet, moi, j'étais en train de construire aussi un auto-market maker à la suite de Uniswap et surtout aussi pas Balancer, mais comment il s'appelait ce projet israélien qui avait construit le premier auto-market maker, c'est pas Uniswap qui l'a construit le premier. Donc, moi, j'intéressais beaucoup à ces sujets. Donc, j'ai été initié dans Curve et ensuite, j'ai vu très rapidement que le fait des stablecoins, vu que statistiquement, les différentes analyses montraient que les stablecoins allaient prendre plus de 50 à 60% des marchés internationaux sur les transferts, donc le FX, hein, clairement. Et donc, il fallait, en fait, si on arrivait à un VE tokenomics, à l'époque, c'était pas du tout connu, le VE tokenomics. Beaucoup de personnes critiquaient le concept. Maintenant, ça a complètement transformé à DeFi. Mais à l'époque, il faut savoir que tout le monde critiquait ce concept de VE tokenomics qui permettait de locker un asset et d'avoir un pouvoir de lobby
soit décisionnel sur un protocole. Or, là, en l'occurrence, vu que c'est Curve, le pouvoir décisionnel, c'est vraiment de décider quels seront les plus gros taux d'intérêt sur les stablecoins. Et donc, les stablecoins sont imprimés indirectement, pas par la banque centrale américaine, mais via des banques. À l'époque, c'était des banques commerciales. Maintenant, c'est plutôt des projets, donc comme Gemini, Coinbase, des choses comme ça, qui ont les stablecoins et qui s'amusent à minter ces stablecoins basés sur la monétarisation derrière ces monnaies. Or, en l'occurrence, si les taux d'intérêt sont extrêmement forts, ça veut dire en fait que les gens sont incentivisés à aller déposer des dollars pour minter cet asset. Donc, en fait, l'importance du lobby dans cet écosystème, c'est exactement comme pareil que la finance traditionnelle avec la Commission européenne au Parlement, où le lobby devient plus important que l'argent, que la finance ou que la politique. Donc, en fait, l'intérêt, en fait, c'était de comprendre ce concept-là et de monter un projet. Donc, c'est pour ça que j'ai monté StackDAO, qui permettait d'accumuler des CRV tokens pour ensuite faire du lobby et toujours rester dans la vision de Curve et non pas avoir des acteurs qui soient court terme et qui profitent du farming de cet asset pour du lobby et dans le court terme de juste de diriger l'inflation ou diriger le protocole dans leur propre intérêt et non pas dans l'intérêt du protocole. Donc ça, c'est la création de StackDAO qui est un asset manager en utilisation de portfolio et on utilise le lobby et les bribes pour pouvoir manager toutes ces différentes liquidités. Ensuite, Rect. Pourquoi Rect? Parce qu'en 2017, pendant que tout le monde fait des SEO et créer des projets, moi, je m'étais amusé à écrire des articles sur des projets qui étaient complètement loufoques ou des scams. Et je disais clairement que c'était des scams et je me suis pris une amende de 4,5 millions de dollars, donc relativement élevée, parce que j'avais des propos diffamatoires. Donc, en fait, je disais clairement que ces projets étaient scameux et qu'ils allaient scammer des projets. Ils allaient scammer des personnes. Et donc, ça m'a vu un procès. Et donc, j'ai découvert comment écrire des articles. Et c'est par la suite, donc 2 ans après, que j'ai créé Rect avec différents acteurs qui, eux, comprenaient les concepts d'écriture et qui pouvaient en fait développer des articles avec moi. C'est pour ça que Rect s'est créé. Et donc, Rect, à l'heure actuelle, c'est le plus gros, on va dire, c'est pas vraiment un média, mais c'est un tech média qui fait de l'investigation poussée sur les choses qui se passent dans la DeFi, la finance décentralisée, la blockchain, et qui permet en fait de mettre à la portée de tous une compréhension claire, mais en gardant les concepts qui se passent derrière ces différents hacks, donc en expliquant clairement et en lisant la blockchain. Donc on est agnostique sur le marché, on n'a pas donc j'ai financé, on n'a pas de financement extérieur, on a des dons aussi qui sont faits de la communauté et ça permet en fait de pouvoir faire des news complètement transparents. Ensuite, Blackpool est un hedge fund dans le marché du NFT. Donc, on s'est basé dans un premier temps parce que j'avais acheté la carte Mbappé. Et ensuite, il fallait que je cherche à trouver quelqu'un qui pouvait manager les portfolios sur Sorare. Et donc, j'ai fait contact à des personnes qui étaient des leaders sur Sorare, comme Max ou comme You Never Walk Alone, Max et Marc. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Blackpool. Donc, Blackpool est un fonds d'investissement qui investit dans les marchés des NFT et qui va trouver des managers pour faire fonctionner ces différentes verticales, que ce soit Comet, que ce soit Sora, que ce soit le basketball. Donc ça, c'est la verticale gaming. On a aussi une verticale immobilier, une verticale art. Et en fait, le but de Blackpool, c'est de se positionner en amont sur un marché qui est naissant, le marché des assets non-tokenized assets, et ce qui fait qu'en fait, la finance traditionnelle d'aujourd'hui, elle est pratiquement que sur les assets les NFT, non-fungible token. Et ce qui fait qu'en fait, on va avoir des bonds, on va avoir des swaps, on va avoir des dettes nationales qui vont être tokenifiées. Et donc, le but, c'est de se positionner sur un marché qui est naissance, la marché finance traditionnelle, qui, elle, engendre des trilliards de dollars par jour. Donc là, voilà, Blackpool, c'est ça, c'est la position de Blackpool. Et ensuite, on a Stake Capital, qui lui est un fonds d'investissement, et aussi Stake Capital Quant, donc j'ai fait les premiers flash loans sur le marché, leader dans les liquidations. Et donc, c'est comme une banque d'affaires, c'est de pouvoir faire du market making, de l'arbitrage, liquidation sur les marchés, de pouvoir profiter ces différentes opportunités qui sont sur le marché de la DeFi. À l'heure actuelle, la finance traditionnelle n'a pas encore compris ou n'est pas vraiment incentivisée à aller sur ces marchés puisqu'il y a encore beaucoup d'argent à faire sur la finance traditionnelle. Alors, une question, Julien, sur quant à ton application dans Curve. Tu peux donner un peu plus d'infos là-dessus? Curve, c'est pas compliqué. Donc, moi, je suis investisseur, seed investisseur précis. Donc, il n'y a eu qu'un seul round d'investissement. D'ailleurs, il n'y en a eu pas du tout de VC externe. Donc, il y a moi et 2 autres personnes. Et moi, je connaissais Michael parce que je suis un des premiers utilisateurs et investisseurs de NewCypher. Michael était le CTO de NewCypher. Et quand il a commencé à construire le projet,
j'ai été le premier à rejoindre Michael sur cette aventure. Et donc, j'ai financé Curve et j'étais aussi le seul advisor. Et j'ai participé encore maintenant, hein, pendant plus de 2 ans à toutes les choses qui peuvent arriver en interne sur Curve. Il faut savoir que Curve, c'est beaucoup de lobby. C'est du lobby international. Vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs acteurs. Et c'est pas des acteurs, comment dire, c'est pas des bisounours, hein, c'est des acteurs de la finance traditionnelle sur un marché international. Donc, on va dire des gros players, des exchanges, mais aussi des pseudo-gouvernements et aussi des acteurs de stablecoin qui impriment. Donc, c'est un envergure qui est le plus gros, je pense, plus gros projet de la DeFi, pas forcément en valuation boursière, mais en envergure et le potentiel que Curve peut avoir sur le marché. Donc, c'est vraiment tapé dans un marché de FX et de Forex. Et derrière, maintenant, avec des assets tokenifiés, donc on tape aussi dans tout ce qui est real estate, tous les assets en fait de la finance traditionnelle. Donc, dans les débuts, VO Tokenomics, la démarche, c'est moi qui ai fait venir Curve sur cross-chain, donc les différents players. Donc, ça a été Avalanche, Harmony, tous les différents. Une seule que j'ai pas l'idée, c'était Phantom, pour des raisons particulières. Mais sinon, toutes les autres blockchains, j'ai l'idée dessus. Hein. Et toujours maintenant, on fait pas mal de choses sur Curve, notamment les systèmes de bribes et de gauge sur Curve. Cross-chain, c'est important. Et aussi ce qui arrive sur le stablecoin Curve, qui, je pense, va être un nouveau tournant dans les stablecoins, même si d'autres personnes sont très bien placées à l'heure actuelle. Je parle de stablecoin non custodial, comme Angle, qui est une super équipe, qui développe un token, un stablecoin algorithmique basé sur des produits dérivés, notamment des futurs. Et c'est une équipe française qui fait ça, et donc c'est super. Je te propose donc de passer à la deuxième partie, justement. En effet, il fallait revenir sur ces pépites. Ça valait le coup, bien évidemment. Et puis, toujours intéressant de voir ton application dans Curve. Donc, la deuxième partie concerne les bases fondamentales de la DeFi. Encore une fois, comme tu l'avais dit, on dit souvent qu'on reproduit en partie le système de la finance traditionnelle avec la DeFi. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de revoir un petit peu avec toi les concepts structurels ou fondamentaux de la DeFi. Par exemple, passer un peu de temps sur les stablecoins. Pourquoi c'est si important pour la DeFi, les DEX, les AMM, et tout ce qui peut aussi évoluer autour de ça. Si tu pouvais passer un peu de temps sur ces quelques concepts. Donc là, l'audience, c'est quand même une audience assez financière quand même, à l'heure actuelle, aujourd'hui, pour être sûr que je puisse… Aujourd'hui, tu peux considérer, mais d'avoir une audience assez néophyte financière, Okay. donc effectivement qui connaît quelques concepts dans la finance, mais après, pas non plus… voilà. Non, mais c'est bien, Très je n'ai pas de diversifié souci, au comme contraire. population. Au contraire. Ouais, comme audience. En fait, les gens pensent, donc les gens disent souvent, DeFi a transformé cet écosystème de la blockchain. Mais quel a été le catalyste de cette transformation? Parce que c'est bien beau de dire, mais ok, je pense qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à répondre à cette question. Le fait, en fait, le catalyseur, le projet qui a initié la DeFi, c'est MakerDAO. Et donc, c'est intéressant de voir en fait qu'à l'époque, donc 2017, vous aviez énormément de ICO, énormément de projets qui se développaient. Et il faut savoir que la majorité de ces projets-là, quand vous vouliez faire des transferts d'argent ou des transferts d'assets, vous payez en token natif. Or, si le projet, on était en bull market, le projet avait tendance à apprécier jour par jour. Donc, aller réserver un ticket de meet-up pour ICC ou une conférence, quand le ticket vaut 2000 € le lendemain, c'est pratiquement inutilisable. Et donc en fait, MakerDAO en fait a complètement changé le cours d'histoire au niveau de la blockchain. Elle a permis en fait au projet de réfléchir qu'en fait, dans des termes légaux, le token de gouvernance est un token de rewards, mais qu'en fait on pouvait utiliser en système de paiement non plus ETH qui apprécie en valeur ou d'autres assets qui pourraient être considérés comme l'equity d'un projet dans la finance traditionnelle, en l'occurrence c'est des gouvernance tokens, qui pouvaient utiliser en fait un stablecoin. Donc en fait, Maker a vraiment transformé cet écosystème et a permis en fait la naissance de la DeFi. Et
comme dans, comme dans tout milieu financier, dans les années 80-90, moi, j'y étais pas en termes d'acteur, mais si on lit un peu les bouquins, qu'est-ce qui a permis en fait? Donc, il y avait déjà les transferts d'argent. Donc là, ce qu'il fallait créer dans la DeFi, c'est des transferts monétaires, c'était de pouvoir transférer des valeurs. Donc, pour ça, il fallait avoir les outils. Donc, d'abord, on a eu toute la création de MetaMask. On peut regarder dans les premiers commits sur GitHub. MetaMask a permis, en fait, c'est-à-dire sur des dApps et de pouvoir transférer des assets. Ça, c'est la première chose. Parce que, en fait, blockchain est un système décentralisé, trustless, qui permet à n'importe quel acteur de pouvoir participer à sa validation, mais aussi de pouvoir l'utiliser sans demander d'autorisation à qui que ce soit. Il fallait un moyen de pouvoir communiquer avec cette blockchain. Donc ça, c'était le premier wallet, donc c'était MetaMask, pouvoir arriver à voir des assets sur notre wallet, sur notre portefeuille et pouvoir les envoyer. Donc ça, c'est la première chose. Le problème, en fait, c'est que pouvoir faire ça, on peut envoyer des assets, mais on ne peut pas les trader. Donc, en fait, à l'époque, c'était Mt. Gox s'est fait hacker. Donc, ensuite, on a eu des plateformes comme Kraken, comme Bitfinex, comme Bitrex. C'est sûrement des noms que la majorité des gens ici ne connaissent pas. C'était les échanges de l'époque qui permettaient en fait d'échanger des assets et pouvoir les envoyer, par exemple, sur MetaMask. Et avant MetaMask, un échange, c'était Ether Delta. Ether Delta s'est créé. Donc, c'était le premier, je pense, premier gros projet DeFi qui était une plateforme de trading accessible par tous, mais n'importe où dans le monde, qui s'est fait fermer. Le fondateur a dû payer des millions de dollars à la SEC américaine parce que c'était un projet, voilà, toute l'histoire derrière. Et donc, maintenant on peut trader, donc il y a des projets qui sont créés. Donc après, Ether déjà se ferme. L'arrivée de projets comme Uniswap qui permettent en fait d'échanger des assets. Avant, on pouvait les transférer, mais on ne pouvait pas les échanger. Là, on a Uniswap qui est relativement simple. Vu que maintenant on a un wallet, on peut déposer des assets dans Uniswap, on peut les trader et on peut les envoyer. Ça, c'est un changement. Et ensuite, après, on a tous les concepts. Vu qu'on est dans une finance, le marché bull market, le marché apprécie. Comme dans la finance traditionnelle, vous avez un asset comme une maison, vous n'avez pas envie de la vendre. Par contre, vous n'avez pas de cash, je sais pas, vous perdez votre boulot, vous n'avez pas envie de vendre votre maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez hypothéquer, vous allez emprunter par-dessus si tu fais bien, avec des systèmes de collateralisation, des systèmes de liquidation. Et c'est exactement comme ça que AV s'est créé. Mais AV, avant le bull run, le bull run 2019, ou je ne sais plus c'était avant, AV ne perçait pas. C'était Island. D'ailleurs, AV avait des énormes problèmes. Et c'est à cette époque-là, en janvier, quand le bull run est arrivé, que AV a percé. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui avaient des assets, qui ne voulaient pas les vendre, les ont déposés dans le système d'emprunt pour emprunter d'autres assets pour pouvoir après faire des investissements sur le côté, pour pouvoir se nourrir à la fin de journée ou pour pouvoir payer l'électricité. Et donc, le lending. Et ensuite, après, il y a eu tous les projets qui permettaient en fait d'optimiser. Donc, vous pouvez envoyer des fonds, vous pouvez trader, vous pouvez lend et emprunter. Et maintenant, en fait, vous pouvez aussi optimiser ces différents systèmes de trading, et notamment en fait l'arrivée de Curve qui a permis en fait de taper un petit peu dans ces auto-market makers qui étaient présents sur le marché, parce que Curve permettait d'avoir une nouvelle algorithme mathématique qui permet d'avoir un spread pratiquement nul sur les différents assets pour différents échanges. Et donc c'est là en fait où ça a commencé à avoir des gros players dans le marché qui sont arrivés et qui ont fait bah oui, maintenant pour échanger 10 millions de dollars ou 50 millions de dollars, j'ai pas besoin d'aller dans la finance traditionnelle avec un multicollatéral party, signer des documents légaux, signer avec des avocats ou des law firms pour échanger 50 millions de dollars. Je peux passer par un système comme Curve qui me permet d'échanger en moins de. Allez, si je passe par des pools traditionnels, on parle de 12 secondes parce que c'est la vitesse de propagation d'un bloc sur la blockchain. Et si on passe sur des gros montants comme 100 millions ou 50 millions, on est obligé de faire Donc, on passe par des systèmes comme Synthetix qui permettaient d'avoir de 6 minutes de trade. Mais ça, en fait, c'est sans multicollatéral party, sans dans la blockchain. Donc là, la naissance de la DeFi, c'est exactement pareil que la finance traditionnelle, un peu plus vite parce que maintenant, on avait des outils open source, on avait aussi des acteurs qui étaient partout dans le monde et sans demander d'autorisation. Pas besoin de KYC, pas besoin d'AML et pas besoin d'avoir un diplôme d'une école prestigieuse pour pouvoir monter un projet à envergure internationale. Et c'est surtout ça en fait qui a vraiment fait que la DeFi s'est créée aussi rapidement. Et donc maintenant, à l'heure actuelle, donc sans aller trop loin, donc là on a juste copié les concepts de la finance traditionnelle, mais pure. Hein. Donc quand on appelle un auto-market maker, c'est juste automatiser le travail des market makers. Un market maker fait quoi? Permet en fait d'avoir un marché, donc c'est les finances, la plateforme de trading, qui permet de vendre et d'acheter. Parce que s'il n'y a pas de market maker, vous allez vous retrouver avec des 5%, des 10% de CPEG ou même voir zéro marché. L'auto-market maker,
ce qui se passe, c'est que vous n'avez plus de personnes derrière. C'est une fonction mathématique qui automatise le fait de pouvoir vendre et d'acheter. Comment? Parce qu'en fait, on vient incentiviser les personnes à équilibrer le marché. Donc là, notamment sur une pool comme Curve, à venir équilibrer le PEG. Donc avoir les assets toujours proches de 1. D'ailleurs, Curve s'est créé sur les stablecoins, 100%. Curve n'avait pas de crypto-assets à l'époque. Donc on faisait que du trading sur stablecoins. C'est pour ça que ça a extrêmement bien marché. En fait, on permettait d'avoir du spread pratiquement zéro et au zéro slippage pratiquement. Et donc voilà, donc tous les prémices. Et donc maintenant, on est plus, maintenant on réfléchit grâce à la transformation de la blockchain et les layer 2, donc la scalabilité et les coûts de transaction faibles, à pouvoir avoir un marché de produits dérivés, de futurs, des options qui permettent de construire ces nouveaux produits qui sont issus de la finance traditionnelle et potentiellement, après avoir construit ces produits-là, pour l'instant, juste à la création et à l'utilisation de ces produits. Par exemple, sur Stedao, on faisait à l'époque, il y a 6 mois, on vendait à peu près 100 millions de dollars par semaine en valeur nominale d'options à des market makers. Donc, vous pouvez voir, quand vous vendez 1 milliard presque par mois, c'est incroyable. Mais là, on est juste au début. On est juste au début, on ne fait pas encore de stratégie relativement complexe, mais ça arrive. Et après qu'on ait construit tout ça, on verra pour construire des choses nouvelles. Voilà. Alors, je crois que vous êtes en mute. Ouais, Ouais. merci pour l'historique. Ouais. Ouais, l'historique était très intéressante et a permis de couvrir tous justement ces concepts structurels que j'ai mentionnés. Donc, je pense que les deux dimensions allaient très bien dans l'ensemble. Donc, juste une question, justement, si la DeFi, on va dire, recopie les concepts de la finance traditionnelle, est-ce pour autant, parmi les principaux acteurs, soit investisseurs, soit utilisateurs, on retrouve la finance institutionnelle et les institutionnels? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce point-là? Est-ce que les institutions sont présentes dans la finance décentralisée? Ouais, exactement. En 2017, j'ai donné un cours à la Société Générale, un cours de blockchain et finance décentralisée. Mais ça, j'étais pas forcément hyper welcome. Maintenant, pourtant, ils ont écrit une des plus grosses proposals sur Maker pour faire du lending, de la collateralisation, pour un système de dette, je crois. Ils ont aussi un système de loan. Ouais. En l'occurrence, on peut voir que la majorité, quelle est la plus grosse banque du monde? C'est pas Goldman Sachs. D'après les stats, à l'arrivée en bourse, ça a bien baissé. C'était Coinbase. C'était Coinbase qui était devenue la plus grosse banque du monde. En termes de clients, on parle de millions de clients. Donc, la finance traditionnelle, elle est déjà dans le marché. Il faut savoir que la finance traditionnelle, elle a critiqué pendant un bout de temps cette transition, cette révolution industrielle. Non pas que je pense que la majorité des gens disent sur les réseaux publics, elle ne comprend pas, c'est des idiots, ils ne savent pas. Donc, souvent, la phrase de Gandhi, au début, ils ignorent, ensuite ils critiquent et ensuite on gagne, machin truc. Non, en l'occurrence, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est comprendre exactement ce qui est en train d'arriver. Mais vous n'allez pas essayer d'accélérer une transition si derrière, vous n'allez pas vous mettre une balle dans le pied. Donc, au début, vous critiquez, vous financez du lobby sur TF1, sur 20 minutes, les différents propriétaires de journaux, les différentes lignes de médias. Eux, ils vont envoyer du lobby, ils vont envoyer des choses, oui, des gens, donc Mt. Gox, Bitcoin s'est fait hacker. C'est une hérésie scientifique et mathématique, puisque c'est pas du tout ça. C'est un projet qui s'est construit sur le Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin, s'est fait hacker. Ça veut dire que le protocole s'est fait hacker. C'est pareil que si quelqu'un construit un site internet qui vend des voitures, le site internet se fait hacker ou garage qui avait une Renault Mégane se fait voler la Renault Mégane, c'est comme dire bon internet s'est fait hacker. Non, c'est le garage qui vend une Renault Mégane qui s'est fait hacker, complètement différent. Donc en fait c'est ça, en fait c'est le lobby, mais la finance traditionnelle est déjà dedans. La finance traditionnelle, Barclays, derrière Circle, l'application Circle, c'est Barclays. Donc pendant des années, JP Morgan, des gros fonds, des gros fonds et des banques ont investi dans ces différents protocoles. Et notamment, c'est intéressant, c'est des gens qui étaient sur le board, comme Jimmy, le CEO de JP Morgan, qui critiquait Bitcoin et qui disait que c'était un scam. En fait, une bonne partie du board est arrivée et ils ont construit des startups dans la blockchain. Donc c'est intéressant. La finance traditionnelle est là, construite, et notamment ce qui s'était passé au Congrès américain avait dit qu'une des menaces principales de l'Amérique, c'était pas en fait les bombes nucléaires ou la Corée du Nord ou des choses comme ça, c'était en fait la crypto, c'était les stablecoins. Et je pense que leur discours a changé puisque maintenant en fait on peut voir qu'encore une fois,
malheureusement pour nous, Européens et Français, les Américains ont une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont le marché du stablecoin dollar et on n'a jamais eu, je dis souvent ça, ça peut choquer les gens, mais c'est une réalité, étant donné, je pense que 98% des gens qui sont à DeFi utilisent tous de l'US dollar. Il y a des millions d'utilisateurs de la DeFi et donc indirectement, il n'y a jamais eu autant de dollars dans les poches d'Européens, des jeunes Européens, qu'auparavant, avant la blockchain. Et donc là, l'Amérique a encore réussi son coup, c'est-à-dire en fait de distribuer le dollar sur la scène internationale. Et nous, qui montons des projets, utilisons ce dollar et sourions, faisons des grands sourires. Or, on devrait, c'est pour ça que j'avais investi et j'ai soutenu, et vraiment, je suis battu pour des projets comme Angle. Eux font un stablecoin euro. Malheureusement, les Américains ont encore une longueur d'avance en contenant l'inflation et donc le dollar, l'euro penche très cher sur les marchés. Mais c'est parce qu'en fait, c'est des attaques. Des attaques. Le lobby est là, les grands players, les grands financiers, les grands acteurs financiers comprennent très bien les enjeux, ont investi dans différentes participations, pour des participations comme Coinbase ou d'autres projets à envergure internationale pour pouvoir se positionner dans 5 ou 10 ans, ou même pas dans quelques années. De toute façon, on les voit déjà extrêmement bien positionnés sur les marchés. Donc, ils sont déjà très là. On ne les voit pas, mais c'est pour ensuite prendre le contrôle de ces projets et pour pouvoir, voilà, contrôler, encore une fois, les implications. Mais par exemple, la SEC, quand elle a fermé, elle a dit que Tornado Cash était dangereux. Le USDC a été fermé. Or, USDC, comment on ferme un projet complètement décentralisé? Eh ben, en envoyant, en envoyant, en envoyant un cheval de Troie. Or, l'USDC qui est complètement non permissionless, donc il peut être contrôlé et fermé. Toute personne qui a USDC dans son wallet peut voir ses dollars se fermer, puisqu'en fait, la compagnie derrière USDC contrôle l'émission, la distribution et qui est-ce qui a contrôle de ces fonds. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, une banque privée, via la SEC, la banque centrale, via la Fed, la banque européenne, américaine, la centrale banque américaine, elle peut contrôler n'importe qui dans le monde entier. Donc pour eux, c'est à envergure internationale, c'est un gros changement. Et donc c'est pour ça que maintenant, ils ne critiquent plus la crypto ou la blockchain en temps-même, mais ils essaient de l'utiliser parce que pour eux, c'est un énorme jeu à faire. Et c'est pour ça qu'on voit notamment des players comme la Chine ou comme la Russie qui, eux, veulent aussi arriver sur le marché de la crypto parce que ça permet d'aller à l'encontre des sanctions, ça permet d'avoir de contrôler la distribution de la monnaie, de contrôler les personnes qui peuvent l'utiliser dans un marché international, de pouvoir pricer certains produits. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, les Américains sont encore la première puissance mondiale, comparé à la Chine, c'est parce qu'ils ont encore le contrôle de la monnaie. Ils impriment, ils distribuent et ils pricent. Or là, si vous êtes dans la blockchain, vous pouvez distribuer en temps réel dans le monde entier et vous pouvez pricer certains produits qui peuvent être achetés directement via des wallets. Donc, ça change complètement sur le marché, sur la diplomatie internationale et le marché du lobby international. Bien. Ok. Bah, écoute, merci. Attends, je sais pas si ouais. Peut-être commencer aussi par quelques questions que je vois dans le chat. Là, justement, une question de PA à tout le monde. Quel est ton avis sur Curve et du poids de Convex Finance dans Curve? Ouais. Moi, le truc, c'est que donc, j'étais le premier à construire avec Yearn des systèmes de produits dérivés sur Curve, donc ce qu'on appelle les liquides on avait appelé ça perpetual stratégie, qui permettait de locker des CRV pour pouvoir avoir un pouvoir de gouvernance. Yearn l'a fait. Yearn et nous, dans les débuts, on n'a pas été les meilleurs à exécuter. Des produits comme Convex sont arrivés sur le marché, ils ont pris ce qu'on avait fait et ils l'ont amélioré. Or là, en l'occurrence, le problème, c'est que ces personnes-là qui construisent des projets comme Convex ont une vision court terme, ils ont une vision économique. Et donc, en fait, ils farment des projets, donc notamment Convex farm CRV et le dump, pour améliorer les APY sur Convex, pour redistribuer les taux d'intérêt, pour distribuer les rendements intéressants aux utilisateurs. Ça, court terme, pour un Curve, si un projet comme ça a énormément de gouvernance sur un projet comme Curve, c'est extrêmement dangereux. Puisqu'en fait, l'intérêt d'un projet externe Curve n'est pas forcément la vision de Curve. Et vu qu'ils doivent servir l'utilisateur en premier, eux, ils ont tout intérêt à faire fonctionner les rendements. Qui dit fonctionner les rendements, dit pas forcément construire améliorer le protocole de Curve.
Mais en fait, c'est intéressant, en fait, c'est pour ça qu'en fait, StakeDAO est là, en fait, ou d'autres produits. C'est qu'en fait, nous, avec Liquid Locker, on a amélioré maintenant le concept de Convex. En fait, on va locker un asset, non pas que sur Curve, mais par exemple Balancer, Angle, APY, Blackpool, des choses comme ça. On va prendre la gouvernance, on va l'utiliser pour faire des bribes, mais on va aussi donner l'opportunité aux gens de garder leur système de gouvernance. Et donc, indirectement, on participe. Et nous, en fait, on soutient les projets. Donc, on participe directement dans la vision des projets. On vote normalement, toujours même en fonction de ce que les fondateurs ils veulent du protocole. Donc, c'est vraiment un projet communautaire détenu par les utilisateurs. Et on donne le droit aux utilisateurs de garder leur droit de vote. Et on leur prend pas en fait leur droit de vote. C'est un peu comme des projets comme Connex, c'est un peu comme des produits comme Facebook. Ils vous donnent un truc en retour, que ce soit économique ou sociétal, mais derrière, vous devenez le produit. C'est un peu comme ça, ces plateformes. Vous êtes le produit. Alors, nous, en fait, on vous garde, on vous dit, venez loquer. Vous avez en plus le PEC, si vous comparez par exemple, le PEC sur d'autres plateformes, on est le meilleur PEC du marché pour avoir des assets pour loquer. Vous gardez vos assets. Genre, vous pouvez sortir à tout moment. Et en plus, vous avez le droit de vote. Vous avez le droit de participer dans la gouvernance. Et sinon, vous pouvez déléguer votre droit de vote à un acteur comme StakeDAO qui va maximiser les retours tout en respectant la vision de ces protocoles. Alors, je stoppe la vidéo juste pour brancher mon câble. Hein, on peut continuer. Tu es en mute, David. Oui, merci Julien. Nicolas, tu veux prendre la prochaine question? On enchaîne directement avec les questions. Ouais, pas de problème. Donc, une question qui concerne justement de AJ. Comment penses-tu que la DeFi peut se démocratiser si la DeFi n'est pas forcément basée sur les mathématiques et les algorithmes? Alors, ça, je pense que c'est une super question. Je pense sincèrement, c'est pour ça qu'en fait, j'aime beaucoup le produit. Bon, forcément, je suis biaisé sur Curve parce que c'est le produit plus décentralisé, mais j'aime aussi beaucoup le produit comme Angle. Parce qu'en fait, Angle, c'est basé sur les mathématiques. C'est basé en fait sur des produits structurés qui permettent en fait de ramener le PEG comme la G-Euro à 1. Je suis persuadé, et c'est pour ça en fait, que c'est intéressant comme des produits qu'on a vus sur des UST ou des Terra, des choses comme ça, qui étaient basés purement sur un système inflationniste qui distribuait des rewards. Donc vraiment, c'est le schéma d'un Ponzi, un Ponzi qui fait que le protocole fonctionne, c'est parce qu'en fait, les nouveaux entrants reçoivent des fonds des précédents et en même temps, le protocole distribue, un peu comme la Fed, distribue de l'argent. C'est en fait ce qu'il faut pour avoir un système qui ne soit pas arrêté par des organisations, par des projets centralisés. Il faut énormément de mathématiques. Il faut en fait exactement ce que la blockchain est. C'est-à-dire, en fait, la blockchain, les gens pensent que la blockchain fonctionne parce qu'elle est décentralisée. Non, genre, elle fonctionne parce que en fait, c'est des validateurs, choses comme ça. En fait, la blockchain, c'est 50% de mathématiques et 50% de théorie des jeux. Donc, en fait, c'est comment arriver à incentiviser les bons acteurs, les bons et les mauvais, et surtout les mauvais, à faire en sorte que le protocole tourne, parce que s'ils vont à l'encontre du protocole, ils perdent plus d'argent que s'ils restent dans le protocole. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est pas que les mathématiques, c'est aussi la théorie des jeux. C'est comment arriver à faire comprendre à une personne que si elle va à l'encontre du protocole, elle va dépenser plus d'argent ou elle va perdre plus d'argent. Et c'est ça ce qui drive un peu les gens. Et donc, donc la question, c'était pour revenir, parce que je dois brancher mon câble, donc je me suis un peu. Alors, attends, ce que tu me dis. Ouais, pas de problème, je te l'ai redit. Donc, penses-tu que la DeFi peut se démocratiser si la DeFi n'est pas forcément basée sur les mathématiques et les algorithmes? Ouais. Et donc, des produits qui sont complètement mathématiques sur un protocole décentralisé vont arriver à aller à l'encontre de personnes qui arrêtent de les stopper, qui veulent les stopper. Donc, par exemple, je vais dire l'exemple très concret d'un protocole comme Tornado Cash. Tornado Cash, c'est un protocole décentralisé, des smart contracts déployés, qui normalement, comme le protocole fonctionne, ne peut pas être stoppé, puisqu'en fait, la blockchain ne peut pas être stoppée, la blockchain Ethereum. Ou alors, il faudrait stopper tous les miners, les arrêter, les IP, comme à l'époque avec l'industrie de la musique et des torrents. Or, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un cheval de Troie. Donc, c'est un asset non mathématique, un asset 100% centralisé, donc notamment USDC, qui a permis de stopper Tornado Cash. Pourquoi?
c'est qu'une bonne partie des utilisateurs qui étaient sur Tornado Cash avaient des USDC dans leur wallet. Donc, l'ensemble de ces utilisateurs-là qui ont utilisé Tornado Cash se retrouvent blacklistés et notamment leurs fonds arrêtés. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à arrêter un protocole décentralisé. C'est en allant à l'encontre des mathématiques qui sont le management des assets en interne, le custodial, les choses comme ça. Et en fait, c'est ça en fait le problème en fait dans la blockchain, le problème dans la décentralisation, c'est de pouvoir contrôler la supply chain. C'est pouvoir en fait, je veux dire, décentraliser l'entièreté du maillon. Et si à un moment dans le maillon, vous avez un cheval de Troie ou un moyen de pouvoir arrêter le système, c'est là où ça peut être le danger. Parce qu'un protocole qui est complètement décentralisé, par exemple, on le voit avec Maker. Avec Maker, il y a énormément de problèmes à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que Maker, dans les débuts, pour pouvoir scale, pour pouvoir grossir, avait pris une décision court terme qui n'était pas forcément une décision des fondateurs ou des gens qui construisaient le protocole, mais une décision économique et court terme pour pouvoir faire grossir la TBL et grossir le protocole. Et donc, la décision de faire ramener du SDC, du SDT comme collatéral, alors qu'avant, c'était un protocole qui était complètement décentralisé par Ethereum, donc qui n'est en contrôle de personne et qui peut être utilisé par tout le monde, pour pouvoir scaler, on a fait rentrer USDC. Or là, maintenant, USDC est en train de tuer le protocole maker. Et c'est intéressant, c'est que des protocoles comme USDC n'ont aucun intérêt de voir des makers subsister. Et donc, indirectement, pour pouvoir arriver à grossir et rester vivant dans un bull run, maker a fait rentrer un cheval de Troie, et maintenant, c'est ce cheval de Troie qui commence à l'attaquer. Et ça, on l'a vu sur Tornado Cash, on l'a vu dans Maker. Et donc, nous, notamment sur Curve, la question se pose de savoir si on fait que des pools ETH comme collatéral permet d'imprimer ce stablecoin, donc vraiment l'audit original de Maker, tout en augmentant les mathématiques, donc en ayant ce qu'on appelle un algo, le Llama, un système de lending algorithmique, avec en utilisant les pools de Automarket Maker, les pools de Curve, pour pouvoir imprimer ce Curve. Et donc, le but ultime de cette finance décentralisée, c'est comment arriver à construire une technologie qui puisse être utilisable par tous, aider les personnes, les utilisateurs, sans pour autant être assujettis à des poursuites judiciaires, des fermetures. Parce qu'en fait, si vous construisez un protocole qui ne peut pas être arrêté, vous n'avez pas besoin de poursuite judiciaire parce que vous savez qu'il ne pourra jamais à vie être arrêté. C'est ça qui est intéressant. Par contre, si vous avez une faiblesse, là, les personnes vont utiliser cette faiblesse-là. Et aussi, c'est intéressant, c'est que dans une vision idéalistique, une vision de permettre cette décentralisation, donc c'est vraiment de pouvoir améliorer la société, forcément, toute nouvelle technologie va être utilisée aussi quelquefois à des mauvaises fins. Mais en fait, le but, c'est de pouvoir, donc on dit, de pouvoir augmenter les bienfaits comparés aux mauvaises choses qui peuvent être faites. Donc, notamment, je prends toujours l'exemple un peu débile du couteau de cuisine. Oui, 99% des couteaux de cuisine sont utilisés pour faire la cuisine, mais vous avez toujours 1% peut-être dans le monde qui vont utiliser ça pour faire des attaques, des choses comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter les couteaux de cuisine, parce que les couteaux de cuisine participent extrêmement bien à la société, ils participent à faire des choses. Donc en fait, c'est exactement la même chose dans le protocole. Comme le nucléaire, oui, il y a eu la bombe nucléaire, il y a eu plein de choses comme ça, mais pourtant, le nucléaire à l'heure actuelle, c'est la source énergétique la plus sûre, la plus propre, qui permet en fait de pouvoir fournir des millions et des milliards de personnes dans le monde entier. Donc c'est toujours savoir où sont les limites d'une technologie et comment arriver à fournir les outils pour pouvoir arrêter les personnes mal intentionnées, et de l'autre côté, toujours arriver à créer cette valeur sur les marchés pour pouvoir aider la société. Et donc pour revenir à la question, ces acteurs, voilà, je pense que j'ai à peu près répondu. Une question aussi que j'ai vue dans l'audience, c'était sur les briques que tu penses qui seraient manquantes, ou en tout cas sur lesquelles tu conseillerais de se focaliser aux élèves ou éternels élèves, comme j'appelle les alumni ou aussi bien les élèves en cours, de se focaliser en ce moment dans la DeFi, les briques manquantes ou qui seraient intéressantes de développer dans la DeFi. Typiquement, il y a par exemple, je vois une personne qui parle d'assurance, typiquement un Nexus, Bridge Mutual. Bon, c'en est une, mais de manière générale, est-ce que tu aurais, je ne sais pas, un avis sur le sujet, tout simplement? Mais ça, c'est une très bonne question. Si on regarde ce qu'on appelle le schéma complet, le landscape, le schéma complet de comment la société elle est montée, la blockchain va attaquer tous ces marchés. En fait, tous les marchés, tous les secteurs de la finance traditionnelle, de la société, que ça peut être les notaires, les avocats,
des systèmes de distribution énergétique, des systèmes les taxis. Le but de la blockchain, c'est pas quand vous allez utiliser un taxi ou utiliser Internet ou utiliser une piscine ou je sais pas, c'est de dire bah tiens j'utilise la blockchain. Non, c'est comme aujourd'hui quand vous allez sur Internet, vous dites pas j'utilise HTTP. Donc le blockchain normalement sera complètement transparente. C'est juste en fait une amélioration d'un protocole existant qui est Web 2 sur un Web 3, qui est d'ailleurs en plus la réalisation de la vision première de Tim l'anglais qui avait écrit Internet, qui était en fait peer-to-peer. Donc là on a vraiment le vrai Internet. En fait on appelle ça Web 3. Et moi je dirais plutôt c'est la réalisation d'Internet en fait, c'est le vrai Internet. Et donc, il faut regarder l'entièreté des différentes verticales qui permettent de construire une société moderne, hein, une société démocratique si possible, et voir sur l'ensemble du spectre de ces différents outils et piliers qui permettent de construire une société, de voir quels sont les piliers ou les outils qui ne sont pas encore construits. Pour l'instant, sur les dernières années, on était au niveau protocolaire. Donc, fournir les outils et les protocoles pour permettre la réalisation de projets. Maintenant, là, on rentre en 2022 sur la création de valeur, création de projets. En fait, les projets peuvent se monter parce qu'on a les outils. Donc, c'est ça qui est intéressant. À l'époque, avant, on construisait la roue, on construisait un système à engrenage, on construisait des ailes d'avion, on faisait de la recherche fondamentale, on faisait des mathématiques fondamentales, on faisait de la recherche pour pouvoir construire ces outils. Et maintenant, on a ces outils. Donc, maintenant, on arrive sur les produits. Des produits, énormément de produits. Vous pouvez construire des produits, comme je disais tout à l'heure, j'ai mentionné notaire, et pour pouvoir faire des actes authentifiés. Vous pouvez aller faire des produits pour calculer en temps réel la production d'électricité sur différents marchés énergétiques, voire pricer ces marchés-là. C'est un peu plus complexe, la finance, c'est plutôt de la finance. Mais vous avez dans votre interaction dans la société moderne, vous avez des endroits où vous pouvez arriver à faire venir la blockchain à l'intérieur. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est de résoudre un problème avec la blockchain, si possible, parce que la blockchain doit pouvoir s'adapter, et surtout pas créer un nouveau problème et d'y plugger la blockchain. Ce qui est vraiment dangereux dans cet écosystème, c'est des personnes qui veulent absolument mettre la blockchain partout. La blockchain va révolutionner l'ensemble des verticales et des différents piliers de la société moderne. Elle ne va pas non plus remplacer la personne qui fait le pain, elle ne va pas mettre du blockchain à l'intérieur. Donc, ça, il faut faire extrêmement attention. Il faut vraiment regarder, est-ce qu'il y a un problème que vous avez dans tous les jours qui peut être réglé par le fait d'enlever un intermédiaire? Est-ce que cet intermédiaire-là est un risque dans le process ou est-ce qu'il permet vraiment d'ajouter une valeur? Il y a beaucoup d'intermédiaires. Moi, par exemple, je ne pense pas que tout le monde dit ça va remplacer les notaires. Au contraire, notaire, c'est indispensable dans la société, surtout dans la société française. Notaire apporte une connaissance technique, apporte une connaissance de pouvoir amener, comme les avocats, d'amener de dire si telle ou telle chose est bien ou pas bien. Et par contre, ça va améliorer les process, par exemple la signature authentifiée, la signature, d'utiliser des DocuSign, des VeriSign, des trucs comme ça. Et ben en fait, ou par exemple le cadastre, d'avoir votre propriété enregistrée en termes d'NFT et de pouvoir suivre l'évolution d'une propriété tout au long de sa vie avec les différents dégâts qui ont été associés à cette propriété, les différents transferts de propriétaires, ça c'est intéressant. Et je pense que c'est un marché qui vaut des trilliards. Savoir en temps réel, pour l'instant, pourquoi en fait vous avez toujours des agents immobiliers ou des personnes qui vont aller sur place pour vérifier le bien et pour voir si la personne est bien. D'une part, c'est déjà savoir si la propriétaire qui vend le bien sur le bon coin ou qui vend une voiture est bien propriétaire de ce bien. Déjà, c'est incroyable. Vous devez déjà passer en vérification le titre d'authentification de propriétaire, si vous êtes propriétaire du bien. Par exemple, une voiture, quelqu'un pourrait très bien dire, moi je vends cette voiture, cette Renault Mégane, parce que c'est une de mes premières voitures, cette Renault Mégane, et ben, une personne qui la vend pourrait arriver à voir en temps réel si c'est vraiment elle la propriétaire. Parce qu'en fait, avec un NFT, signature d'une transaction, mais il y a énormément de choses qui peuvent être révolutionnées. Donc le marché, à l'heure actuelle, il fait que de se construire. Il ne faut pas penser que il y a eu déjà il y a déjà un Uniswap, il y a déjà non, ça c'est des produits financiers, c'est des outils qui permettent de construire des projets retail. Donc là, on est dans la construction de projets retail. Par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé avec un projet qui faisait de la comptabilité des transactions. Donc c'est un comptable qui veut construire un projet dans la blockchain parce qu'il a un problème à l'heure actuelle et il veut résoudre ce problème-là avec la blockchain. Et forcément, vu que les transactions sont ouvertes, ils sont transparentes, le seul truc qu'il faut, c'est rajouter cette couche de compréhension. Derrière, OK, l'adresse qui est là, c'est Madame Michou qui envoie, je sais pas, à Gérard et l'entièreté des échanges entre le maçon, l'électricien pour la création de valeur dans une maison. Ça, c'est énorme comme produit. Donc, on arrive vraiment dans des créations de valeur
Pourquoi pas décentraliser Blablacar? Pourquoi pas décentraliser Uber? Pourquoi pas faire des applications comme ça qui permettent un Blablacar pour. J'aime très bien Frédéric Mazella, hein, mais je pense que par exemple, amener le système de blockchain dans un protocole comme Blablacar, c'est énorme. C'est énorme. En fait, tous ces trucs-là, Airbnb, Blablacar, tout ça, vous allez avoir la couche infrastructure, donc Visa, Mastercard, ça qui va disparaître, la couche vérification, database qui va disparaître, système de ce qu'on appelle le trust, et derrière des Blablacar ou des produits comme ça devraient juste fournir l'interface utilisateur. Donc, mais derrière, si quelqu'un veut construire une plateforme compétitrice avec Blablacar, peut très bien le faire. Donc c'est aller sur le même protocole qui est Ethereum, smart contract, vous avez votre profil conducteur, et ensuite vous pouvez déployer un système d'assurance. Comme par exemple, on discutait dans la finance traditionnelle, c'est des systèmes comme AXA, mais dans la finance DeFi, vous pouvez avoir des Solas, des Nexus Mutual, qui eux se plug, qui viennent s'intégrer sur votre profil utilisateur de conducteur, qui est un NFT, et en fonction des interactions que vous faites, soit les utilisateurs vont passer par Blablacar pour réserver un voyage avec vous, soit ils vont passer par un autre acteur qui s'appelle, je sais pas, DeFi Car ou j'en sais rien. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et en fait, vous devenez vous-même propriétaire de la donnée et aussi vous contrôlez le contenu, vous contrôlez la data que vous pouvez émettre sur les marchés. Et donc, vous ne devenez plus le produit. Au contraire, vous vous vendez ce que vous faites tous les jours dans la vie de tous les jours. Énormissime. Il est 19h01. Je ne sais pas, vous m'entendez? Peut-être une dernière question? Tu as le temps encore 2-3 minutes? Une dernière Oui, bien question, sûr, pas Julien? de souci. Pas de souci. Apparemment, Nicolas, après, j'ai un Twitter Space. Mais Ok, pas de souci, j'ai le temps. ok, c'est gentil. Ok, donc Nicolas, tu veux enchaîner peut-être ou comme tu veux? Ouais, une question sur le stablecoin, mais tu avais parlé de l'USDC, mais de manière plus générale, laquelle selon toi te paraît la plus fiable et selon quels critères, alors, décentralisation, liquidité, à l'heure d'aujourd'hui? C'est quoi un peu ton avis sur les différentes stablecoins? Sur un stablecoin, on va dire, donc il y a trois types de stablecoin. Est-ce qu'on Tout à parle de fait. stablecoin Across, custodial, à tout le travers monde? tout. Ok. Yeah. Bah, pardon, aujourd'hui, j'ai un message d'une personne qui me disait, pour faire un petit peu l'écosystème, il disait oui, alors j'hésite à transférer mes tokens de Binance vers FTX ou l'inverse, je sais plus trop quoi, parce que je me dis, c'est des trucs qui se passent en ce moment avec Binance et la SEC, machin truc. Par principe, tout asset qui est sur un échange centralisé est à risque. Donc déjà, on part du postulat que c'est à risque. Donc, si vous laissez des assets sur Binance, si vous laissez des assets sur FTX, moi, ça m'est arrivé. Hein, je l'ai fait en 2011, 2012 sur Mt. Gox. C'est encore là aujourd'hui, plus de 10 ans après, c'est toujours dessus. Déjà, je ne peux pas utiliser. Parce que légalement ou par système de. Parce qu'en fait, on est souvent pas vos clés, pas votre argent. Alors, ça, je l'aime bien dans le système qui permet de dire voilà, je suis propriétaire. Mais ça, il y a aussi le risque qui est en vrai. Donc, je le recommande pas à tout le monde d'avoir son ledger chez lui. Tout le monde dit oui, il faut avoir ton ledger, machin truc. Quelqu'un peut très bien venir chez vous et vous mettre un fusil sur la tempe et vous dire je prends votre ledger. Donc là, vous êtes encore plus dans l'embarras que si vous aviez dans une banque comme Société Générale ou Barclays ou j'en sais rien. Donc ça dépend de tout à chacun. Hein. Ça dépend de la sécurité personnelle, ça dépend de là où vous vivez et comment vous avez set up votre infrastructure. Notamment, je préconise toujours avoir un ledger, mais qui soit plugué qui soit utilisé avec un multisig. Revenons sur le système. C'est pour ça que je disais échange, risque. C'est pas pour dire que les échanges vont se faire hacker. Pour dire que vu que vous n'avez pas contrôle de ces assets, forcément, vous êtes à risque. Nous, sur StakeDAO, par exemple, on utilise des smart contracts. Nous, on fait juste l'interface graphique. On utilise des smart contracts qui sont déployés, qui sont accessibles à tous. Si vous voulez sortir du jour au lendemain, nous, on peut rien faire. Vous sortez. Il y a pas de, on contrôle pas vos fonds. Nous, on fournit un outil qui vous permet de participer à cette révolution industrielle. Les échanges FTX, Binance, tout ça, nous fournissent des outils pour eux-mêmes. L'ensemble des profits sont redistribués aux actionnaires ou aux fondateurs, mais on ne distribue pas aux utilisateurs. Concernant le stablecoin, c'est la même chose. Vous allez sur un stablecoin sur Gemini, vous avez un stablecoin UST ou USDC. C'est la même chose que déposer dans un échange centralisé, puisqu'en fait, derrière, si la SEC du jour au lendemain ou la Fed dit écoutez, là, les stablecoins, on arrête tout, et ben, ça veut dire en fait qu'ils mettent fin à vos assets. Le risque est beaucoup moindre, puisque on parle de milliards et de milliards, mais le risque est toujours là. Nous, ce qu'on essaie de construire en finance décentralisée avec la vision, c'est d'avoir un stablecoin algorithmique, un stablecoin qui est basé, par rapport à quelque chose, donc notamment au dollar ou à l'euro, et qui ne peut pas être shutdown, qui ne peut pas être arrêté. Le problème, c'est que par exemple, Maker, qu'on disait tout à l'heure, Maker est un cheval de Troie qui s'appelle USDC ou USDT, qui, en l'occurrence, aujourd'hui,
a des problèmes parce que la finance traditionnelle n'accepte pas le fait que vous pouvez avoir d'autres assets qui ne soient pas sous leur contrôle. Donc ça, c'est un fait. Donc nous, on construit des produits. Donc moi, je pense qu'il y a 2 acteurs à l'heure actuelle. Bon, il y a un acteur qui n'est pas encore distribué et je suis un peu bias directement puisque je suis involved. Mais Curve Stablecoin, là, on essaie de faire un truc qui permet d'avoir une décentralisation ultime. Donc, déjà, Curve, c'est le projet le plus décentralisé à l'heure actuelle de la DeFi. On a d'autres acteurs qui ont suivi, comme Aave, qui est aussi extrêmement bien décentralisé. Et ensuite, un autre acteur qui est sur le marché, c'est Angle. Pourquoi Angle? Parce que derrière, c'est des jeunes qui ont une puissance d'exécution phénoménale et qui ont basé leur stablecoin sur les concepts mathématiques. Ils viennent de Polytechnique, ils ont construit des systèmes de produits dérivés qui permettent d'incentiviser les gens, à maintenir le PEG à 1. Donc ça, c'est intéressant. Donc moi, je ferai jamais de recommandation d'investissement, je comme ça. Je dis juste, basez-vous sur les mathématiques. Si vous avez un certain appétit pour le risque, forcément les échanges, vous voulez avoir de la liquidité directe. Après, les échanges sont très bien, ils permettent de résoudre aussi beaucoup de problèmes. Transférer sur votre propre compte bancaire en fiat, sortir sur les marchés. Donc, il y a énormément de choses qu'un échange, notamment Binance, fait des choses très très bien sur le monde du retail. FTX est très très bien dans tout ce qui est dans une économie de trader. Donc ces échanges participent, ils participent à la création de valeur, mais à leur manière. Et par contre, les fonds sont 100% en leur contrôle. Souvent, je pense que vous avez déjà dû voir, c'est déjà utilisé ces échanges. Withdrawal, pouvoir retirer vos fonds, c'est posé. On dit la blockchain subit des intempéries. Je sais pas encore. Alors, vous regardez la blockchain, elle va très bien. C'est parce que derrière, ils font des choses. On ne sait pas ce qu'ils font. Soit ils ont un système de liquidation de problème, soit ils ont du tech, soit derrière, ils sont fait hacker. On ne sait jamais. Et ensuite, sur les stablecoins, on a vu le risque avec des USDC. USDC, c'est très bien, ils ont changé le marché. Mais il faut faire attention. Et ensuite, après, vous pouvez vous reposer sur des systèmes algorithmiques. Qui dit algorithmique dit aussi possibilité de manipulation. Parce que voilà, vous basez sur des théories des jeux, des trucs. Et donc, on a eu beaucoup de stablecoins algorithmiques qui sont fait hacker sur Rect. Le problème, c'est que ces stablecoins algorithmiques, ils mettaient toujours un concept d'inflation à l'intérieur, un concept de contrôle avec des multisigs. Donc voilà, si vous passez sur un pur stablecoin décentralisé, accessible partout, là, le risque est moindre. Donc, c'est toujours à combien vous êtes prêt à avoir le risque. Bien. Super. Et puis peut-être une question. Après, je reste disponible sur Twitter, si vous voulez m'envoyer des messages sur Twitter, avec plaisir. Ok, on peut faire ça. Non, mais déjà, merci infiniment, Julien, pour ton temps et puis toutes tes explications et ta patience aux néophytes que nous sommes. Donc, merci encore et puis merci à tous pour votre participation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Alors, lundi prochain, c'est la société Exaion qui va nous présenter quelques use cases concrets dans la blockchain, alors plutôt dans le monde de l'entreprise, avec des blockchains privées, je crois, mais aussi publiques. Donc, je vous encourage à venir nous voir. Et puis, également une startup incroyable mardi qui s'appelle BIM, B2EM, qui est le YouTube décentralisé. On a vu Cyprien là d'ailleurs, on peut te faire un coucou là, je crois que tu es là, encore une fois. Et puis, je vous invite tout simplement à aller voir sur le site blockchain-hec.com. Merci encore, Julien, merci beaucoup. Puis merci Nicolas pour ta participation et la co-modération. Très bonne soirée à tous. Alors, très bon travail les gars, et surtout là, donc David, super boulot et enchanté Nicolas et avec plaisir de revenir.